Ok, on continue l'après-midi. On a le grand plaisir d'accueillir une nouvelle fois Julien Salvi. Julien qui est développeur chez Aircall, qui est également G2, donc Google Developer Expert pour Android. Et cette fois, Julien va nous parler d'observabilité. Et comme quoi, l'observabilité, c'est pas juste activer Crashlytics sur son app. Non. Et je vous propose pour le lancer qu'on lui fasse des applaudissements, s'il vous plaît. Ok, salut tout le monde. Très content de retour à Mobility Immobilier à Nantes. Et du coup, on va parler monitoring et observabilité et comment on peut vraiment monitorer efficacement ces applications Android au-delà de Crashlytics. Donc du coup, je m'appelle Julien Salvi, je lead et manage la team Android à Aircall, je suis basé à Paris. Je dev sur Android depuis 2010-ish. Toujours en short, qu'il fasse moche ou beau. Et je poste encore des trucs sur les internets, sur Blue Sky, par rapport à la tech sur Android, donc si ça vous intéresse. Et donc, rentrons dans le vif du sujet. Donc, je vais poser un peu le contexte, parler ce que c'est, qu'est-ce que le monitoring, qu'est-ce que l'observabilité, et pour ensuite vraiment rentrer dans le dur du sujet et vous montrer avec des exemples concrets qu'on utilise, par exemple, nous, chez Aircall, pour monitorer et faire de l'observabilité de notre application Android. Et je terminerai sur une petite conclusion. Ok. Qu'est-ce vraiment intro, monitoring, observabilité? Et du coup, je vais commencer par une petite histoire, l'histoire d'une application en production. Donc, petite app, elle est toute contente, elle est toute bien, elle vit sa meilleure vie sur le Play Store, mais au bout d'un moment, quelque chose se passe. Et le quelque chose se passe, ça peut être pas mal de choses. Et pas mal de choses qui peuvent mal se passer. Qu'est-ce qui peut mal se passer? Pas mal de choses. Ça peut être un crash, un ANR, l'app qui ne répond plus, l'app qui a du mal à se lancer avec un slow start, l'application qui n'est pas du tout fluide avec des drop frames. Ça peut être un état qu'on n'avait pas du tout attendu sur un écran, ou des requêtes qui fail, l'application qui mange énormément de batterie parce qu'on a mal géré les choses, des problèmes de sécurité, des problèmes spécifiques au brand de l'appareil. Ça peut être un tas de choses. Bon, et là, c'est non exhaustif. Donc, tout d'un coup, l'application qui était super contente en production, elle n'est plus si satisfaite que ça. C'est plus sa meilleure vie. Et tous ces problèmes qui peuvent survenir à n'importe quel moment, ça nous donne des clients et des utilisateurs qui ne sont pas hyper contents. Et donc, si on n'a pas de monitoring, on se prend des bonnes reviews 1 étoile sur le store, par exemple. On va avoir des bug tickets qui sont créés dans nos boards, des support tickets côté support. Donc on va devoir gérer plein de choses, plein de bugs, et ça va prendre du temps, de l'effort, et ça, c'est pas vraiment... On va pas passer notre vie à faire du debug. Donc pourquoi monitorer nos applications? Donc on va essayer de passer à plein d'utilisateurs pas contents, à potentiellement un utilisateur pas content. Donc ça, en gros, on va permettre une réaction rapide sur il y a plein de crashs qui se passent en production et on a réussi à un peu mitiger le crash et du coup il n'y en a plus que quelques-uns. Donc en fait, on a réduit un peu la voilure sur l'impact de notre problème. Mais le mieux, c'est de passer du coup aussi d'un utilisateur du coup, qui est vraiment pas content à aussi un utilisateur pas content, mais moins longtemps. Ça, c'est aussi une partie du jeu, de se dire avec les outils de monitoring d'observabilité, on va pouvoir réagir vite quand l'utilisateur nous reporte le bug. Donc ça veut dire qu'il ne sera pas content pendant 3 ans, dans 3 ans il sera parti, mais au moins dans la plus petite période possible. Ou dans le meilleur des cas, passer d'un utilisateur pas content à un utilisateur qui est content, où il n'a même pas vu le bug en production et on a réussi à l'attraper et le corriger avant qu'on l'envoie en prod. Donc, cite aussi aparté, le monitoring,
c'est pas fixer les issues. Le monitoring va nous permettre de trouver la root cause pour ensuite, nous, développeurs, permettre de développer du code pour fixer le problème. Donc, le monitoring, c'est mesurer toutes les choses importantes qui se passent dans son application. Donc, ça va nous permettre de faire du debug et d'apporter une certaine stabilité à notre application. On va pouvoir, en temps réel, monitorer toutes les métriques qui sont importantes par rapport à notre app, ce qui peut être les crashs, ce qui peut être le nombre d'ANR, le nombre de drop frames, certains logs à certains endroits qui vont nous permettre de dire s'il y a un problème ou non. Donc ça va nous permettre de construire une application qui sera fiable tout au long de son développement. Donc ça va nous permettre aussi d'avoir des performances, des métriques par rapport aux performances, donc par rapport aux ressources qu'on utilise, à la batterie qu'on utilise, les drop frames ou pas, au niveau du réseau, si on voit qu'une requête prend plus de temps que la normale, etc. Donc, on va pouvoir, en fonction de ça, réagir sur tout ce qu'on a dans notre application. Et ça va aussi nous permettre d'avoir une maintenance, on va dire, proactive. Donc le monitoring, ce n'est pas forcément que en production, c'est aussi dans nos environnements de dev où on peut aussi anticiper les bugs qui peuvent aller en production avec des environnements de pré-prod ou de dev, où là on aura des outils ou des outils automatisés qui vont tourner et permettre un peu d'identifier s'il y a des potentielles régressions qui sont envoyées en production. Et à côté de ça, l'observabilité, c'est du coup, plus, comme son nom l'indique, observer tout ce qui est important. Et donc, là, on va vraiment combiner tout ce qu'on envoie, donc ce qui est les logs, les traces, même les crashs, pour avoir un peu, on va dire, un aspect général et avoir une visualisation plus graphique, on va dire, de ce qui se passe dans notre application. Et avec ça, ça nous va permettre aussi d'avoir, on va dire, une identification du problème plus rapidement, si on a un visuel un peu plus graphique avec je sais pas, un histogramme, des charts, etc. Donc si on a des systèmes d'alerting, on va permettre de dire ok, dès que ça dépasse ce certain seuil, on va recevoir une alerte. Et là, donc, on aura une réaction rapide car on a dépassé le seuil. Et toujours par rapport avec la proactivité. Et donc là, ça va nous permettre aussi d'avoir une sorte de proactive monitoring, d'être un peu omniscient sur un peu tout ce qui se passe dans notre application. Donc, si je veux résumer, en gros, le monitoring, c'est un outil, alors que l'observabilité, c'est plutôt une capacité. En gros, c'est le monitoring est inclus dans l'observabilité. Donc, on va voir maintenant, côté plutôt pratique, voir comment on utilise, nous, comment on monitore nos applications et comment on utilise ce concept d'observabilité chez Aircall. Donc ouais, je parlais d'omniscience, donc il faut être omniscient, mais pour ce qui a de l'importance. Il ne faut pas vraiment loguer toute la Terre, ni observer toute la Terre, sinon on ne va jamais s'y retrouver. Et donc, en petit disclaimer, je me base principalement du coup sur mon expérience dans ma boîte actuelle et un peu en side project, où je prendrai comme exemple principalement Firebase et Datadog, qui sont des outils que vous pouvez remplacer par d'autres choses. Datadog, ça peut être remplacé par Sentry ou d'autres outils. Et on va dire les exemples que je montre ne font pas forcément les appliquer à la lettre. Il y a des choses à prendre ou des choses à acheter. Et après, il faut juste adapter à vos besoins actuels avec ce que vous avez dans vos applications. Ok, donc premier point que je voulais partager, c'est un peu on va dire le meilleur de Firebase en termes de monitoring et d'observabilité. Donc on connaît tous le bon vieux Crashlytics des familles. C'est utilisé depuis moult temps, à l'époque où c'était même pas encore Firebase et que ça appartenait à Twitter. Donc
ça permet de du coup tracer le moindre crash ou ANR qu'on a dans son application. On ajoute le plugin et quasiment on est bon. Mais avec Crashlytics, avec cette librairie, on peut loguer plus qu'un simple crash et attendre juste qu'un crash se passe. On peut utiliser leur logger interne pour loguer n'importe quel message ou exception en commettant une erreur non fatale. Et du coup, ça va nous permettre d'avoir un système de logging à l'intérieur de Firebase. Donc, par exemple, on utilise le SDK où on peut ajouter des propriétés custom. On va set le user ID, on va set, par exemple, ici l'email adresse de l'utilisateur. On peut rajouter tout ce qui est, on va dire, relevant au contexte, tout ce qui est fiable dans cet univers, tout ce qui a de l'importance. Donc, ça peut être, dans notre cas, quand on fait du monitoring d'appels téléphoniques, on va potentiellement mettre l'ID du call qui est associé à cet univers-là. Et donc, en appelant juste crashlytics.log, on va pouvoir loguer différents messages ou différentes exceptions qui seront remontées dans Crashlytics en étant des non fatales. Autre petit truc sympa, avoir un système d'alerting qui est plugué si vous utilisez Slack, par exemple. C'est assez efficace, parce que personnellement, c'est rare que je sois réactif avec mes mails. Et donc, avoir un système d'alerting via Slack nous a permis des fois de réagir beaucoup plus rapidement, surtout sur des alertes comme ça de vélocité, où le nombre de crashs augmente vite sur une courte période de temps. Donc quand on reçoit ça, on doit réagir quand même assez vite. Ça veut dire qu'il y a un gros spike d'erreurs qui se passe en production. Et comme on bosse tous les jours avec Slack, on s'est dit il nous faut ce système d'alerting du coup dans Slack. Et bonne nouvelle, il y a une intégration qui est exposée dans Firebase où on peut linker son channel Slack directement dans les settings. Donc on peut avoir un système de customisation au niveau des alertings. On peut envoyer que les nouveaux crashs, que les alertes de vélocité ou les nouveaux ANR, etc. On peut choisir ce qu'on veut envoyer dans son channel pour pas trop se flouder si on a pas mal d'events. Donc en gros, ça se passe dans les project settings. Il y a une petite intégration Slack et pour toute la partie comment setup, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais si vous voulez suivre vraiment le tuto pour vraiment plugger Firebase et Slack, ça se passe par ici avec le lien en bas. C'est assez rapide à faire. Autre petite pépite de Firebase, c'est Firebase Performance. Donc là, ça nous permet d'avoir du monitoring de performance de notre application en temps réel. Donc on va vraiment avoir des key métriques par rapport à notre application sur le startup time, le rendering d'un de nos écrans, des potentielles latences au niveau de certaines requêtes réseau. Et on peut aussi, observer, monitorer son propre flow. Donc on peut définir des traces custom qui partent d'un point A et qui terminent à un point B pour savoir si, par exemple, nous on l'a mis en place et je vais vous le montrer après, du temps, le timing un peu moyen qu'on a entre le moment où on reçoit notre notification de call au temps où on affiche vraiment l'écran à l'utilisateur pour qu'il réponde. Donc c'est un temps qui doit être super optimisé et super rapide. Donc c'est ce qu'on a mis en place en termes de première approche avec Firebase Performance, de monitorer ce temps pour savoir si on introduit ou pas des fois des ralentissements sur l'affichage. Et donc, ça se passe assez simplement. Donc, on va définir un objet trace. Donc, on va avoir ça via Firebase Performance. Donc, on va créer une nouvelle trace. On va lui donner un nom.
Donc ici, par exemple, ce sera inbound call. Et à un moment donné, on va faire un start avec un certain nombre d'attributs qu'on voudra donner. Ça, c'est son propre choix. Et à un moment donné, on appellera stop. Voilà, donc c'est assez simple. À un point A, un point B, on fait un start et un stop. Et ensuite, on est bon. On va dire, tout ce qui était mis en attribut et du coup le temps de start et le temps de stop seront envoyés vers Firebase Performance. Donc, dans votre code, quand vous voulez ensuite après commencer le monitoring de ce que vous voulez faire, vous appelez le start et ensuite stop. Et donc, ça ressemble un peu à ça. Et en termes de plus live, on va dire, ça ressemble vraiment à ça. Donc, performance monitoring. Donc là, par exemple, on a ici le monitoring, ça qui est fait un peu automatiquement sur le startup time. Vous n'avez pas à dire genre je veux monitorer le startup time, c'est compris dedans. Pas des décisions en extra. Donc après, on peut voir sur un peu comme Chrome Crashlytics sur les différentes fenêtres assez courtes, 24-48 heures ou plus longues, jusqu'à 60 jours. Et après, on peut en voir aussi le monitoring de certaines de nos métriques custom. Par exemple, ici, nous, nos systèmes d'inbound call, ou alors voir le rendering d'un screen en lui-même, voir s'il y a des problèmes de rendering suivant les versions qu'on publie sur le store. Et donc on peut après sélectionner les nouvelles métriques, voir aussi des métriques au niveau des requêtes réseau, les customs, celles qu'on met en place côté app, et plutôt le côté rendering d'écran. Hop là. Ok. Pour la partie Firebase, en termes de monitoring et un peu les must-have, on est bon. Maintenant, je veux aborder un point assez important qui est le critical path logging. En gros, le fait de monitorer les parties les plus critiques de vos applications. Et c'est un des points les plus importants du monitoring ici. Donc quelques règles d'or ici à suivre quand on veut mettre en place du monitoring et spécifiquement comment analyser son application et quels sont les chemins les plus critiques de son app. Donc on va voir et essayer d'identifier ce qui est le plus visible aux utilisateurs, comme le lancement de l'app, les features qui sont le plus utilisées, potentiellement celles avec du paiement, celles qui sont, comme chez nous, tout ce qui est les systèmes d'appel ou d'envoi de messages, tout ce qui peut aussi être lié au business de la boîte. Et ensuite, on va faire la priorisation de tous ces critical paths qu'on a trouvés dans l'application. Et via ça, on va mettre en place du coup du monitoring sur les différents points de failure. Donc, à des moments donnés, notre code, il peut avoir des échecs, ça peut tomber dans de l'erreur ou non. Et on se doit de connaître un peu où sont ces points de failure dans ces chemins critiques. Donc c'est là qu'on va mettre en place un peu du monitoring efficace qui va nous permettre de dire au vu des logs qui sont envoyés, des premiers logs d'erreur, c'est ici qu'il y a un problème et on va pouvoir réagir assez vite. Donc je parlais des points de failure. En gros, faut identifier dans ces chemins critiques, on va dire là où il y a de l'importance en termes d'expérience utilisateur, loguer les éléments clés. C'est pas forcément loguer une exception qui peut potentiellement être jetée. Des fois, on peut dire ok, ça peut être un chemin dans une boucle, dans une condition qui normalement, on ne devrait pas, mais des fois, ça peut tomber dans ce else qu'on s'est dit, oh, jamais ça tombera dedans. Donc, il y a comme ça des parties de son code où on se dit vraiment identifier les points of failure de, de tous ces chemins critiques qui sont dans vos applications.
Et donc nous, on a, par exemple, notre système de call, on a pas mal d'éléments qui tournent autour de notre app. Donc on a les interactions de l'utilisateur, mais on parle aussi à pas mal de systèmes. Notre internal API qui est sur GraphQL, on a aussi une web API qui est côté REST, on a Twilio qui est une brique technique encore à côté, on a un système de communication temps réel avec Pusher, on a des notifications qui viennent via Pinpoint, etc. Donc on a vraiment différentes briques, et qui dit différentes briques dit différents problèmes. Donc on a vraiment là plusieurs sources où on peut avoir des problèmes qui vont faire que l'expérience utilisateur ne soit pas optimale. Et donc le but après, quand on a tous ces systèmes qui graphitent autour, donc on va architecturer notre application en fonction, et donc on va essayer d'identifier tous les points de failure qui peuvent arriver dans le flow. Donc ça peut être au niveau de la data source quand on dialogue avec des requêtes réseau, ça peut être potentiellement dans la partie domain parce qu'on a mal implémenté les règles métiers. Donc là aussi, on peut retrouver des points of failure. Ou alors, ça peut être aussi dans la partie UI, parce qu'on a fait au final un écran assez complexe et on a un rendering assez flaky. Donc, on va dire, chaque couche peut avoir ses propres problèmes dans ce chemin critique. Et donc, par exemple, là, on peut avoir un point de failure qui est dans une requête réseau. Par exemple, si on essaie d'aller chercher nos feature flags, et si la requête échoue, on va tomber en mode failure pour plein de raisons possibles. Mais on doit être au courant qu'on n'a pas pu être allé chercher ces feature flags. Ou par exemple, si on est dans une fonction et normalement le current utilisateur ici devrait pas être nul, mais par contre s'il est nul, ça pose un vrai problème côté utilisateur, la feature sera inutilisable, et donc on se doit de savoir si potentiellement, si on arrive dans ce cas-là, on doit le savoir, mais en plus de le savoir, on doit savoir pourquoi. Et donc après, je vais un peu plus rentrer dans le détail du monitoring, savoir ok, donc on est arrivé dans ce cas-là, mais qu'est-ce qu'on doit envoyer pour qu'on puisse ensuite s'y retrouver plus facilement et qu'on puisse ensuite vraiment résoudre le problème qui était soulevé. Donc ça peut être aussi du login d'état. On a ce qu'on appelle dans notre code base on va dire un call reducer qui nous permet de savoir, de résoudre un peu l'état de notre call, savoir s'il est ringing, s'il est connecté, s'il est disconnecté, il arrive plein d'états possibles dans ce call. Donc ça nous donne, on va dire, une traçabilité de, ok, donc s'il est passé de ringing à connecté et ensuite disconnected, on va dire que c'est le flow classique. Mais s'il est passé de disconnected à ringing à connecté, ça va nous indiquer que le flow n'a pas été très bien fait et qu'il y a un problème dans notre call reducer. Donc ça va nous permettre un peu en voyant les logs, de rejouer un peu les événements pour dire, ok, là, le flow s'est bien placé, là, pas du tout. Et donc, dans la partie, ok, je log mon information, genre là, ok, il s'est passé quelque chose de mauvais, mais je dois savoir pourquoi derrière, c'est pas juste un log coin-coin. Donc on va essayer d'avoir un peu plus de matière derrière. On va jouer sur le type, si c'est du warning, si c'est de l'error, si c'est juste de l'info. En avoir un peu un titre d'événement qui, à première vue, va nous dire directement sur quoi on parle, qui est genre sur l'état du call, sur l'état de whatever, genre là c'est erreur sur la brique technique, et tout un panel de propriétés qui va nous marquer un peu le contexte de ok, on a l'instant T, on a normalement ça qui doit être présent, les permissions, par exemple, je prends cet exemple ici,
quand on veut, nous, commencer un appel, on doit avoir tout un set de permissions qui doit être accepté par l'utilisateur. Et on a eu des bugs dans le passé où des clients nous disaient on ne reçoit pas la notification, mais parce qu'ils n'avaient pas accepté les bonnes permissions. Donc on va essayer de loguer tout ce qui va nous apporter du contexte à ce moment précis, pour ensuite, nous, en tant que développeurs, nous simplifier l'investigation. Donc on va dire, c'est tout un art de loguer. C'est pas juste envoyer un événement et dire en mode, voilà, il s'est passé un truc. Sauf qu'il faut un truc, mais avec un peu plus de structure derrière. Et la première chose, c'est, on va dire, l'event naming, le naming de vos événements que vous envoyez dans vos logs. C'est la première chose, une des choses les plus importantes à faire quand vous voulez vraiment faire du monitoring assez efficacement. Donc pensez à utiliser une sémantique dans vos logs, ou avoir des emojis. Ça peut aussi très bien aider, surtout en termes visuels, de savoir, ok, nous on utilise pour nos communications temps réel un emoji pigeon, et dans nos logs, quand on voit du pigeon, on sait que c'est du temps réel. C'est un peu des tips à la con, hein, mais au moins ça permet visuellement de se repérer assez vite. Ou sinon, vous pouvez utiliser des sortes d'identifiants, genre core, error, twilio, etc. Peu importe les briques techniques que vous utilisez. Mais en gros, d'avoir une sémantique où vous vous retrouvez vraiment simplement. Jouer aussi avec la sévérité des logs, savoir si c'est est-ce que c'est vraiment une erreur, ou est-ce que ça peut être juste un warning simple qui serait envoyé à surveiller, mais pas ultra impactant sur l'utilisateur? Est-ce que c'est juste informatif pour s'assurer du bon déroulement du flow dans l'application? Donc la sévérité a de l'importance pour pour vous retrouver aussi dans vos logs. Et d'envoyer aussi de la data associée à ces logs qui soit importante et qui soit assez importante sur le contexte. Comme je disais avant, tout ce qui sera passé dans ce payload, on doit s'y retrouver, et ça doit vraiment nous aider pour pouvoir fixer le problème. Je vais skip la démo Datadog, sinon ça va être showtime. Mais vous avez l'idée. Oh, quoique, je pense avoir du temps. En gros, dans l'idée, spoiler, ça c'est les dashboards. Mais, on va dire, service, Android, on va dire, tech. Ok, donc là, en gros, on a, nous, notre sémantique dans Datadog, où on repère facilement d'où vient la source, par exemple, de notre log d'info. Ici, ça vient de GraphQL, ou ça vient de certaines requêtes HTTP. On sait quelle query est utilisée, ou quelle mutation, si c'est un success ou une erreur, etc. Donc, on peut se retrouver assez facilement sur qu'est-ce qui est en train de se passer. Par exemple, là, il y a un call qui a été reçu, ensuite ça part au ringing, et normalement, après, on devrait être connecté. Bon, après, là, il faut faire un petit peu plus de filtering sur, par exemple, un certain user ID. Je ne sais pas si je peux prendre un user ID, par exemple. Hop. Si je vais sur cette time frame ici. Donc là, par exemple, on peut voir le flow qui s'est passé en mode, ok, il était en appel, après il est passé connecté, le call s'est connecté très bien, après on reçoit d'autres events, et ensuite on a des événements qui se passent dans la WebSocket, etc. Donc, en gros, on va se permettre on va pouvoir analyser que le flow se passe bien, ou qui se passe des fois pas très bien. Donc là, on a des warnings ou quelques warnings, mais pas, on va dire, pas critiques, pas où on va se dire, ah tiens, là, si ça c'est trigger, normalement, il n'y a pas de call. Donc là, c'est juste, on va dire, expérience peut-être dégradée. Donc on va dire, jouer avec ça pour au moins vous repérer dans tout ce qui est warning, error, info, etc.
tout ce qui est au niveau des passes. Ok. Donc là, c'était un peu plus sur vraiment l'art de loguer. Et ensuite, je vais passer un peu au monitoring des requêtes réseau, qui est hyper important, parce que normalement, quasiment toutes les apps dialoguent avec quelque chose qui sont dans les internets. Donc potentiellement des serveurs et des API qui peuvent être un REST, un GraphQL ou whatever ce que vous utilisez. Donc on utilise beaucoup de requêtes réseau dans nos applications et on doit être sûr que à peu près tout se passe bien ou que si ça se passe mal, on sache pourquoi. Et donc si vous utilisez OKHTTP, je vous conseille d'aller voir du côté des interceptors pour monitorer vos requests. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on doit vraiment monitorer pour être efficace dans nos requests? Parce qu'il se passe plein de choses dedans. Et donc, on va voir, nous, comment on a utilisé ces interceptors pour pouvoir monitorer efficacement nos requêtes réseau. Donc, en gros, on a appliqué quelques règles chez nous où on dit, OK, on doit loguer tout ce qui est par rapport au pass, à la méthode, à certains headers, au body de la request. Aussi par rapport au status code, intéressant pour savoir si ça a vraiment été successful ou pas. La response time aussi peut être intéressant, parce que là, ça peut nous dire, OK, la requête a été successful, mais elle a pris 10 secondes. Genre, pas super ouf niveau expérience utilisateur. Donc là, ça peut être vraiment certaines métriques, le niveau du status code, niveau de même à l'intérieur du body, on peut avoir la requête a eu 200, mais j'attendais genre un tableau de banane, mais j'ai eu un objet carotte. Tu fais genre pas cool. Donc là, ça peut être des erreurs qui sont au final au début, si on se base sur le status code, il n'y a pas d'erreur, mais si on se passe vraiment au niveau du payload, là, il y a un problème et on se rend compte de pourquoi la requête au final n'a pas été successful. Par contre, chose à ne pas faire, c'est de loguer des informations sensibles, style token, credential, password, etc. Même envoyer ça sur Datadog, ça s'appelle un leak, et c'est pas fou. Donc, nous, on a mis en place un système où on arrive un peu à enlever toutes ces informations sensibles sur certains endpoints. Et juste pour vous donner un peu la big picture, on a utilisé un peu de KSP pour ça. Donc on a créé une annotation qui s'appelle @conceal. Et donc on va pinpoint certaines requêtes, genre par exemple ici un refresh token ou les endpoints qui nous servent de logging avec email password. Et donc quand on fera un conceal du coup de cette request, on ne va pas loguer ni header ni response qui contient le refresh token pour pas du tout le leak sur Datadog. Je vous passe la partie CodeGen. Je vais pas deep dive dedans, mais en gros, la partie CodeGen va nous sortir une config qui va nous dire quels endpoints à conceal. Et donc, dans notre interceptor, donc on va passer cette config au request et au response. Et donc après, suivant la request, on va dire si par exemple le body doit être enlevé parce qu'il y a des informations sensibles qui sont contenues dedans, et on va l'enlever. Ça c'est dans la partie genre le logging de notre requête. Et donc après, je parlais aussi de savoir si le status est aussi important. Donc savoir si on est sur de l'info, si c'est succès, s'il y a eu un redirect, etc. Donc ça aussi, toutes ces métriques-là sont importantes à loguer, qu'on ait un peu l'état à l'instant T de la requête. Et c'est à peu près tout sur le monitoring réseau. Et donc, pour enchaîner, je vais parler dashboard et observabilité. On a fait pas mal de dashboards, du coup, côté Datadog, chez nous, où on l'utilise assez
dans toutes nos stacks. On a un peu pieds et mains liés avec la solution. Donc, on va dire les outils d'observabilité, c'est un must-have quand vous commencez à scaler. Mais par contre, c'est aussi un coût. Et un coût qui peut augmenter très très vite suivant ce que vous loguez, suivant l'impact utilisateur aussi. S'il y a beaucoup d'utilisateurs, du coup les logs vont augmenter. Si vous loguez toute la Terre, là ça va exploser niveau finance. Donc il y a beaucoup de solutions qui existent sur le marché. Chez nous, on utilise Datadog, mais vous pouvez aller sur du Sentry, Yanbrace, Bugsnag ou whatever, OpenTelemetry, si vous voulez avoir un funnel unique. Et, en gros, tous ces services-là, ils offrent des systèmes de dashboard, en gros, qui vont nous permettre de visualiser un peu de façon pragmatique toutes ces métriques qui sont envoyées via Datadog. Tous nos logs qui viennent de notre application sont ingérés par Datadog. Et donc, pour avoir, on va dire, un aspect visuel et les représenter de façon à repérer des choses qui ne vont pas ou repérer des latences sur certains endpoints, on va matérialiser tout ça via des dashboards. Et donc, sur des bonnes pratiques d'observabilité, on va un peu se focus sur les métriques essentielles par rapport à notre application. Donc là, ça peut être le crash rate, le nombre d'ANR, certains logs qui sont envoyés depuis vos chemins critiques, des temps de réponse d'un endpoint, etc. Donc tout ce que vous avez identifié comme étant des métriques qui apportent de la valeur dans vos chemins critiques vont pouvoir être représentés ensuite dans ces dashboards-là. Essayez de garder ces dashboards plutôt simples, intuitifs, où quand vous le regardez au premier coup d'œil, vous savez ce qui cloche, pas ensuite à remettre des formules pour dire ok, je ne comprends pas trop la courbe, pourquoi. Utiliser des heatmaps, des tables ou juste du graphique simple, mais qui vont vous permettre de dire au premier coup d'œil, ah oui, tiens, là, le problème, il est là. Et donc ensuite, après, si vous voulez un peu plus refine avec toutes les métriques que vous avez, il y a tout un système de filtering qui sont dans les différents outils. Donc on peut vraiment après ensuite aller pinpoint sur le problème. Du coup, avec ces outils d'observabilité, quand on a configuré tous ces dashboards-là, ils sont beaux, ils sont tout neufs. Par contre, on ne les a pas tout le temps H24 devant les yeux. Et donc, c'est à ces moments-là qu'on va mettre des systèmes d'alerting avec des seuils de déclenchement. Par exemple, là, j'observe le nombre d'erreurs GraphQL depuis mon application. Je vais dire le seuil, ça va être 50. 50 erreurs par minute. On va dire un exemple. Et donc, quand on a mis ce seuil-là, on va expérimenter au début. On va être un peu de façon empirique. Il n'y a pas la bonne réponse du premier coup. On va gérer suivant avec ce qu'on a comme trafic utilisateur, ce qui peut potentiellement monter en charge. Donc on va définir un seuil et après on va voir si plusieurs alertes arrivent dans les quelques heures, quelques jours, mais que derrière, au final, on n'a pas vraiment d'alerte, tout a tenu, tout est bien, c'était juste genre un endpoint qui a failli parce qu'il y a eu une mise en prod, qui a eu un peu une déconnexion sur le service, etc. Donc on va pouvoir jouer avec ce seuil-là pour avoir vraiment le seuil de déclenchement optimal pour dire si ce seuil se déclenche, ça veut dire qu'il y a un vrai problème. Et ça, c'est le plus compliqué à trouver. Donc c'est toute une période empirique à avoir, à tester, à mettre le seuil un peu plus haut, un peu plus bas. Et donc ça va être à vous, suivant vos cas d'utilisation, de jouer avec ce seuil-là
pour avoir, on va dire, les alertes les plus efficaces possibles pour vous permettre ensuite de réagir au problème. Donc par exemple, ouais, on peut avoir ce type de graphe style histogramme où ce qui représente un certain nombre d'erreurs et ensuite mettre le seuil là où on veut déclencher vraiment l'alerte qui va nous dire ok, il y a un vrai problème. Donc par exemple, ouais, c'est ce type de graphe. Autre petit truc sympa qu'on a mis en place, là c'est plus en termes de... c'est pas réagir en termes d'erreur, parce que le monitoring et l'observabilité, c'est aussi un moyen de communication de l'équipe Android vers les autres équipes, ou vers les équipes support, PM, etc. Et il y a quelques années, on a joué avec l'API PlayVital, et il y a un SDK qui est, je ne sais plus s'il est encore en bêta, mais nous on ne l'a pas mis à jour depuis un petit moment, qui nous permet en gros d'avoir toutes des infos en mode qui sont sur le Play Store, dans la section PlayVital. On a des informations par rapport au crash, ANR, call start, slow start, si l'application est stuck en background. On a tout un panel de métriques qui sont disponibles via cette API dans les API qui sont côté Play Store. Donc on s'est dit, tiens, pourquoi pas créer tous les matins on va dire un petit bot de reporting qui va nous fetcher certaines informations et qui va afficher dans un channel Slack les informations assez key pour l'équipe support, PM ou autre, sans qu'ils aient besoin d'aller eux-mêmes avoir les accès à Firebase ou au Play Store ou autre. Au moins, ça leur donne, on va dire, à l'instant T, un rapport santé de l'application pour voir si ça a l'air OK ou s'il y a des trucs qui potentiellement ne se passent pas très bien. Donc là, c'est plus dans l'optique pas de réagir vite, mais plus de communiquer sur, on va dire, la bonne ou mauvaise santé de l'application. Et c'est assez sympa. Donc là, par exemple, là, ça se passe ici dans le côté monitoring et improve. Donc vous avez Android Vital, il y a plein de données niveau call start, crash et ANR. Qui sont exposés directement via la Play Console, mais qui peuvent être aussi du coup fetchés via leur API qui est exposé. Et côté Android Studio, donc nous on a une task qui tourne, une Kotlin task qui ensuite est exécutée avec notre CI. Et c'est assez simple, hein, quand on ajoute la dependency, après c'est vraiment... on initie notre play reporting builder avec nos credentials, et après c'est du fetch classique. On dit ce qu'on veut fetcher, genre le nombre d'ANR, les stats sur les ANR, et après on consomme l'API assez simplement. Et après c'est à nous, de notre côté, de construire le beau message Slack qui va nous permettre de dire à l'instant T les données par rapport à 7 jours avant et un mois avant. Donc après c'est que entre guillemets jouer avec l'API Slack, mais le fait de choper toutes ces métriques qui sont exposées par le PlayVital sont possibles et assez simples au final à mettre en place. Hop. Ensuite, je crois que c'est peut-être la dernière chose à voir. Du côté Dev Build Monitoring, parce que, comme j'avais dit, si on réussit à attraper le bug avant qu'il soit en production, c'est la meilleure chose possible. Et donc, c'est, on va dire, la chose la plus efficace. Essayer de détecter les erreurs avant qu'elles se passent en production. On peut pas tout attraper, ça c'est sûr, mais on peut y mettre un maximum pour faire un peu ce que j'appelle du préemptive monitoring. Donc monitorer même soi-même son environnement de développement, mettre en place par exemple des tests auto pour voir s'il n'y a pas des régressions, etc. Donc en gros, comment on peut au final arriver à ce monitoring efficace en mode dev.
Même en mode dev, on se doit de monitorer s'il y a des crashs ou des ANR, etc. Donc qu'on soit au courant si il y a des crashs qui peuvent arriver dans nos builds de développement ou de staging. Vérifier les rapports de test. Des fois, s'il y a un test fail, c'est pas forcément parce qu'il est flaky, c'est des fois parce qu'il y a une vraie raison derrière. Si vous avez en place des UI tests aussi, ça peut être une bonne source de ah tiens, on a introduit une régression sur cet écran, donc ça va nous permettre aussi de réagir assez vite avant d'envoyer le bug en production. Et utiliser aussi Chucker, qui est une lib externe assez sympa pour monitorer les requêtes réseau. Et même, du coup, monitorer dans son environnement de développement, ça peut permettre vraiment de regarder si on n'a pas fait des duplicates ou pire, genre des requêtes multiples tiens, en 1 minute, je trigger 10 fois getUser. Pourquoi? Tiens, c'est qu'il y a sans doute un problème. Et une des choses qu'on a depuis le début, faites des testing sessions. Surtout si vous mettez en place pas mal de choses dans vos sprints, pas mal de nouvelles features. Nous, nos testing sessions nous permettent de faire, en gros, c'est le dernier filet avant la production. Et ça nous a permis des fois d'attraper quelques régressions ou quelques bugs de dernière minute avant de les envoyer en production. Donc vraiment tester tous les flows critiques de l'application et les nouveautés qui sont ajoutées dans cette release. Parce que des fois, une nouveauté peut, par un malheureux side effect, affecter un autre flow de son application. Et ça, quand on a testé la nouvelle feature, on n'était pas forcément au courant qu'il y ait eu un mauvais side effect dessus. Donc, par exemple, tout système de reporting, voir ce qui était bon, pas bon, en termes de UI test, etc. Donc, vous avez l'idée. Et je vais faire une petite démo live de Chucker pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, c'est sur le papier un OK HTTP interceptor qu'on injecte dans notre client. Et ensuite, vous aurez, on va dire, toute la liste des requêtes qui sont effectuées à l'instant T. Et si vous voulez, il y a un petit talk deep dive d'il y a quelques années, je crois que c'est 3 ans maintenant. Ouais. 2-3 ans, par Nicolas Corti, qui était un des maintainers de Chucker. Il expose les dernières fonctionnalités qu'il avait introduites. Et donc pour le mettre en place, c'est assez simple. On a un initialisateur avec pas mal de choses dedans, voir si on veut la notification ou pas, si on veut rédac des headers, si on veut toujours avoir la réponse qui va être affichée. Donc, dès qu'on a construit tout ce Chucker Interceptor, on va le passer à notre OK HTTP client, et puis c'est parti. Et donc, en petite démo, tac, sur Android Studio, on est running device, attacher mon pixel, hop là. Donc là, je vais aller dans notre application de debug, Enable Chucker, et donc l'application va se relancer. Et en gros, vous allez voir une petite notification apparaître. Tac, ici, Chucker. Et donc, dans Chucker, là, vous allez avoir toutes les requêtes qui ont été lancées là depuis l'initialisation de l'application. Donc, on va voir, genre, est-ce qu'il y a eu plusieurs requêtes en parallèle, oui, non, est-ce qu'elles ont pris du temps, genre s'il y a une requête qui prend quasiment 1 seconde, est-ce que c'est normal, pas normal, donc on va pouvoir ensuite voir tous les détails de ce qui s'est passé dedans en overview, voir la réponse du coup qui était aussi renvoyée par la requête. Donc c'est assez complet et ça permet d'avoir vraiment une overview à l'instant T de tout ce qui s'est passé en termes de requête réseau dans son application. Hop, retour au slide. Et donc pour finir, en mode key takeaway sur le monitoring, de ne pas loguer un peu pas loguer toute l'application, ça sert à rien. Vraiment essayer de construire vos logs en étant efficace et en pensant tout ce qui est chemin critique et point de failure. Là où on peut vraiment s'attendre à ce que l'application
fail et qu'il y ait un impact utilisateur derrière. Donc pensez à pinpoint les chemins critiques de vos applications et à bien loguer du coup tous ces chemins critiques, à identifier les principaux points de failure et de mettre en place ensuite des systèmes d'alerting pour réagir efficacement et rapidement aux problèmes qui ont été soulevés. Et au-delà de ça, le monitoring de performance joue aussi beaucoup sur monitorer, voir si l'application est lente, s'il y a des drops de frame, etc. Ça, c'est pas quelque chose aussi qui doit être négligé. Et en termes d'outils d'observability, vraiment, genre, faut voir ce que vous avez besoin vraiment en termes d'observability pour choisir ensuite l'outil en fonction, voir aussi le coût qui rentre en compte, suivant ce que votre application ou votre boîte a besoin. Et ensuite, essayer de créer des dashboards assez efficaces où, d'un simple coup d'œil, on puisse visualiser ce qui se passe bien ou ce qui se passe mal. Et ensuite, par rapport aussi au monitoring, définir les bons systèmes d'alerte et itérer toujours. Est-ce que le système d'alerting, des fois, on peut se trigger trop souvent. Pourquoi? Parce que tiens, on vient de gagner 50 000 utilisateurs d'un coup. Donc, on peut peut-être des fois le dépasser, mais on va dire c'est normal, entre guillemets. Mais par contre, ouais, vaut mieux avoir de l'alerting un peu trop tôt que trop tard, clairement. Donc, si vous mettez un seuil, vous voyez en premier lieu un peu trop à la baisse qu'un peu trop à la hausse. Pour éviter des choses. Ah tiens, on a mis, si ça atteint 1000 erreurs, ouais, ça va être bon. Sauf qu'il y a eu des vrais problèmes quand il y a eu des seuils d'alerte à 100. Et voilà, je pense qu'on est bon. Ouais, il restera quelques temps pour les questions. Merci beaucoup. Et ouais, je vous souhaite du bon monitoring. Et s'il y a des questions, je vais tenter d'y répondre. Merci Julien pour la présentation. J'ai une petite question. Est-ce que tu utilises encore Firebase du coup, ou est-ce que tu l'as complètement remplacé par Datadog? Parce qu'il me semble que Datadog fait aussi tout ce qui est crash, performance, etc. Ouais. Peut-être pas aussi poussé que Firebase sur certains aspects, mais peut-être suffisant. On utilise encore Firebase. Historiquement, ça a été toujours mis en place. On avait regardé à un moment donné pour tout centraliser sur Datadog. Si on centralise tout, au moins on a un seul outil à gérer, on n'en a pas deux en parallèle. Et, à un moment donné, je voulais voir aussi si on pouvait faire du match entre les deux, mais c'est pas si simple que ça. On a expérimenté des outils plus poussés qu'offre Datadog sur, par exemple, monitorer en temps réel ce qui se passe dans la UI pour un peu reproduire vraiment ce que l'utilisateur voit à l'écran, ou leur système de crash et d'ANR qui est aussi dans la solution Datadog. Pour l'instant, on a les deux. Par contre, après, ça se trouve, à un moment donné, on va nous dire vous éteignez Firebase, c'est con, c'est gratuit, et vous passez centralisez tout sur Datadog. Okay, merci. Après, ce sera genre une décision de boîte plus haut niveau. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, alors. Merci pour la presse. Moi, j'avais une question qui rejoint un petit peu celle qui a été posée. Comment est-ce que vous utilisez les non-fatales de Crashlytics? Parce que nous, on en a et on reçoit des mails qu'on a des non-fatales, et je pense qu'on l'utilise mal, parce que quand on reçoit un mail, en fait, on fait rien. Et j'ai l'impression que ça spamme la boîte mail plus qu'autre chose, et je pense que c'est aussi redondant avec les logs que vous avez sur Datadog, donc je suis curieux de savoir comment vous les utilisez. Ouais, nous, tout ce qui est logué en non fatal côté Crashlytics, normalement chez nous ça vient de log warning, donc c'est plus informatif, mais pas critique, on va dire. Donc, en gros, on a un système de CDO, de personnes toutes les 2 semaines qui s'occupent de la release et qui s'occupent de regarder tout ce qui est monitoring pour bien voir que la release passe bien, qu'ils fassent des améliorations côté base de données, côté application. Mais en gros, c'est quelque chose qu'on va regarder, mais on ne va pas réagir dessus.
On va le consommer, voir s'il n'y a pas d'événements nouveaux qui semblent un peu improbables. Mais ouais, on va plus le consommer que réagir dessus. Okay. Mais ouais, je peux comprendre après ouais, que ça floude un peu la boîte mail. Merci. Merci pour la presse. Au niveau du monitoring de crash, je voyais dans l'exemple, je ne sais pas si tu le fais vraiment dans ta boîte, de remonter des informations sur l'ID utilisateur ou des choses comme ça. Ouais. C'est ce que je fais dans mon application actuelle, et en ayant discuté au niveau de la table ronde RGPD, puis ensuite avec eux, j'apprends qu'en fait, même si ça reste un ID technique qui n'est pas compréhensible par quelqu'un d'autre, en soi, c'est pas très RGPD compliant, parce qu'on pourrait, en mettant en lien avec la base de données, comme nous on le fait, lié avec un utilisateur, comment est-ce que tu traites ces cas-là, justement? Enfin, voilà. Ouais. Alors, point de vue légal, on a la chance, entre guillemets, d'être une boîte B2B, business to business. Donc, je ne veux pas avancer et dire n'importe quoi, mais normalement, quand la boîte signe le contrat avec notre boîte, doit y avoir on va dire la RGPD qui est respectée, et donc normalement ça doit être notifié dedans. Après, je m'avance pas trop, je suis pas trop dans la partie là-dedans, mais je comprends que le problème se pose soit un peu plus, on va dire, ça se questionne plus quand c'est vraiment du B2C, du business où tu gères des clients classiques, où là, tu n'as pas de contrat vraiment effectif qui soit signé avant de télécharger l'application, ou alors il y a les petites coches RGPD où là, vraiment, il faut exposer, genre, OK, on va collecter des données ID utilisateur. Normalement, dans le Play Store, maintenant, il y avait ce système-là il y a quelques années où on devait remplir qu'est-ce qu'on collectait via l'application, quelles permissions on utilisait, etc. Donc, couplé à ça, on va dire, je ne sais pas si le schéma est parfait, mais au moins c'est un début. Ok, merci. Ouais, ça me rassure, parce que moi je suis dans le même cas en B2B et je partais de ce principe-là, donc ok, merci. Merci Julien pour la presse. Au niveau du logging sur Chucker que tu as utilisé, moi j'avoue que j'utilise pas d'outils externes et j'utilise dans Android Studio le Network Monitoring. C'est qu'il a manqué quelque chose dans le Network Monitoring, ou c'est que tu avais un usage différent avec Chucker? Non, parce que potentiellement je suis pas toujours sur mon Android Studio. Donc au pire, si je me balade et que je veux regarder 2-3 trucs, comment se passe l'application, et juste j'ai ma notification qui se lance avec l'Activity, avec tous mes logs, et je suis pas obligé d'être plug à mon Mac et Android Studio. Plus sur un souci de, en gros, je reste dans l'univers téléphone. Okay. Je fais pas d'aller-retour entre les deux, mais c'est vrai que ça fait aussi même, quoi. Ouais, ça fait très bien le taf. In fine, on se retrouve avec les mêmes données. Si tu as des testeurs aussi, moi je sais que j'étais sur un projet où ils nous remontaient des erreurs, alors qu'en fait elles venaient pas de nous, elles venaient de l'API. En fait, on leur avait appris à utiliser le checker pour qu'ils disent attends, j'ai eu un problème sur l'app, ah bah non, c'est pas l'app, je vois bien qu'il y a un problème de l'API. Ouais, mais c'est vrai que c'est un outil qui peut être utile quand on n'est pas connecté à une bécane à côté. Ouais. Après, tu l'avais présenté dans la partie dev, c'est pour ça que je m'étais dit est-ce que tu utilises que pour le dev en étant connecté, mais effectivement en mobilité, ça a un sens. Oui. On a une dernière. Non, merci beaucoup Julien. Merci à vous.